pratiqué au monde, le football demeure le roi des sports et le roi des jeux. Nous sommes à J-3 de la CAN et la RTI, comme d'habitude, sera au cœur de l'événement. Quoi de plus normal que d'adresser nos hommages à une icône du football dans cette émission. Vous suivez C'est Midi, bienvenue. Sur le tableau d'affichage, Didier Six va nous livrer les secrets qui ont fait de lui une gloire du football français. Elle n'est peut-être pas folle de foot, mais elle a une chronique assez drôle. On retrouvera Nadia Sabé dans C'est le JT de C'est Midi. Paulus Agathon nous présentera dans C'est Malin un sujet fort intéressant sur la domiciliation d'entreprise. Ah là, ça m'intéresse. Dr Philo, comme tous les jeudis, sera en électron libre pour un acte citoyen. Contenu exaltant et captivant. Restez branchés. Parce que c'est midi! C'est maintenant! Eh oui! C'est midi, c'est maintenant! Et c'est toujours avec la même hargne, le même bonheur, le même plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission. On se croirait, comme je le disais hier, dans un stade de football, dans cette émission, parce que nous sommes tous débordants de joie, que ce soit le public, que ce soit les animateurs. La joie est à son paroxysme. Et ce n'est pas Paulus qui me dira le contraire. Ah mais non, pas du tout, pas du tout. Toujours aussi ravi de retrouver Caroline jeudi, Nadia également, les téléspectateurs. Bon, même si je ne les vois pas, j'ai envie de dire je les vois derrière la caméra. Merci infiniment. Alors, yes. Nadia. Non, mais bizarrement, j'aime ce public-là, franchement, un public qui est chaud. C'est toujours avec une immense joie que je m'assieds ici, franchement. Rien à dire de plus. Rien à dire de plus. Et sur ce, je m'en vais vous livrer le thème du jour, les secrets qui ont fait de moi l'un, sinon l'une des gloires du football français. Notre invité est bel et bien Didier Six. Et bien, Didier Six est une ancienne gloire du football français. 50 ans d'expérience à son compteur, sinon à son tableau d'affiche dans le monde, bien sûr, du football en tant que joueur et entraîneur. Il est titulaire d'une licence Pro A qui est l'équivalent du bac plus 4 dans l'éducation nationale française. Il a été chef de plusieurs entreprises. Il est sur notre plateau pour parler de sa carrière, sa success story. Didier Six pour vous. Et oui. Dans l'entrepreneuriat, et la conscience s'invite dans le football. Bonjour Didier, bienvenue sur notre plateau. Merci. J'ai failli vous saluer en baoulé, mais j'ai hésité. Parce que Didier, en fait, il est marié à une Ivoirienne et elle est de Bouaké. Bienvenue. Comment allez-vous? Très bien. Tout d'abord, à tout le monde, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On est dans les thèmes. Tout à fait, tout à fait. Et donc, en espérant que les meilleurs vœux se concrétisent début février, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire soit en finale ou en demi-finale. Bon, ouais. En tout cas, merci pour ce vœu, mais nous, notre vœu, c'est d'aller plus loin. Le plus profond, c'est de ramener la coupe à la maison. À la maison. Merci Didier. Alors, vous voulez certainement faire de plus amples connaissances avec notre invité. On va écouter ce portrait écrit, rédigé par Adi Raymond et lu par Nafi Touré. A tout de suite. La France a été envoûtée par son audace sur les aires de jeu. Gestes techniques rares, qualité offensive remarquable, régularité incontestable en termes de performance. De 1976 à 1984, Didier Six a été l'un des principaux atouts du secteur offensif de l'équipe de France, aux côtés de virtuoses tels que Michel Platini ou encore Bernard Lacombe. De son parcours chez les Bleus, on retient notamment ses apports décisifs dans la qualification de l'équipe de France pour les mondiaux de 1978 et 1982 et son titre de champion d'Europe en 1984.
L'ex-international se reconvertit en entraîneur dès 1997 avec une première aventure avec le club strasbourgeois, le FCSK 06, alors en division CFA. Depuis 2011, Didier Six met son expérience au service du continent africain où il a entraîné successivement le Togo, l'île Maurice et plus récemment la Guinée-Conakry. Merci beaucoup. Didier Six, les secrets qui ont fait du moi l'une des gloires du football français, eh bien, il est sur notre plateau. Alors Didier, avec votre permission, nous allons essayer de faire une incursion dans votre adolescence. Comment s'est faite la rencontre de Didier et du football? On veut savoir. Bon, elle est assez simple. La première des choses, c'est que je suis d'une famille de footballeurs. Mon père a été professionnel à Lille. Et donc, j'ai certainement été poussé dans toute ma jeunesse à être dans le milieu du foot. J'ai eu des entraîneurs qui étaient des internationaux aussi quand j'ai débuté à l'âge de 8-9 ans. Et puis petit à petit, il y a les sélections régionales qui se sont faites. Et suite aux sélections régionales, les clubs pros sont venus voir mes parents pour s'attacher l'envie que je vienne chez eux. Et quand on est issu d'une famille de footballeurs, d'un père qui était déjà passionné de foot, comment la transmission se fait? Oh, disons qu'elle a été assez simple. On ne m'a pas obligé d'être footballeur professionnel. Comme moi, je n'obligerai pas. J'ai mon petit qui... On n'a pas obligé, mais on a peut-être suggéré, suscité quelque part. On a poussé. Que moi, je pousserai mon petit s'il a les qualités, ça c'est clair. Mais le fait, il y avait dans le sang, il y avait le sang qui était là. Et après, il y a eu les qualités qui ont ressorti sur les sélections de jeunes au départ. Et puis après, au niveau professionnel. Alors, nous notons que de 1976 à 1984, Didier Six a été l'un des maillons essentiels du secteur offensif de l'équipe française. Je veux dire que cela n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Vous avez certainement fait preuve de beaucoup d'abnégation, de détermination pour marquer la différence. Mais je pense que dans toute ma vie, ce que je représentais sur le terrain en tant que gagneur, je l'ai fait après dans les métiers que j'ai fait. Et c'est mon métier d'entraîneur aujourd'hui me fait que je reste dans un esprit gagneur. J'ai été poussé par ça parce que j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a dit, tu sais, tu as beau avoir toutes les qualités techniques et physiques que tu veux, si tu n'es pas un bosseur, si tu ne travailles pas, il m'a dit, il y a trois mots qui sont simples, travail, travail et travail. et là, tu vas réussir. Ça fait quand même peur de l'entendre. Hein. Travail, travail, travail. La vie. Est-ce que la vie se résume au travail? Non, pas qu'au travail, parce que vous vous rendez compte la chance que j'ai pu avoir de faire de mon métier, jusqu'aujourd'hui, de faire de mon métier une passion. J'ai vécu des choses extraordinaires, j'ai vécu des moments extraordinaires, j'ai vécu dans 5 pays. C'est quelque chose de tout de même fabuleux. Dans une vie, de pouvoir faire un bilan, un mini-bilan. J'espère que le bilan sera beaucoup, beaucoup plus tard, mais que le mini-bilan qui est à faire, il est d'avoir une vie consacrée au football, d'avoir une vie aussi passionnée par ce que je fais. Si je ne suis pas passionné, je laisse tomber, ça c'est clair. Et la passion, elle est toujours là aussi la passion est toujours là. Au premier jour? C'est différent. Il y a la prise d'expérience, il y a la prise d'autres choses qui sont passées dans ma vie. Quand j'ai fini ma carrière, j'ai monté une académie de foot en France par des stages. Après, j'ai monté des sociétés. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais en même temps, j'avais passé mes diplômes d'entraîneur. Et je me suis dit, à un moment donné, pourquoi pas, je vais regretter plus tard si je tente pas le métier d'entraîneur. Et c'est là que j'ai abandonné les sociétés, que j'ai arrêté les sociétés pour pouvoir me consacrer au métier d'entraîneur. Parce que le métier d'entraîneur, c'est à 100% du journalier. Et donc,
Et je ne regrette pas aujourd'hui. J'ai attendu tout de même. Je me suis laissé 1 ou 2 ans, après avoir eu le diplôme, de dire oui, je vais voir si je suis fait pour ça. Vous n'avez pas de regrets, vous l'avez dit. Quels ont été les plus beaux souvenirs de votre carrière? Les Coupes du Monde, c'est 23 ans de carrière. 23 ans de carrière au haut niveau. Les Coupes du Monde, la joie de se retrouver dans un groupe qui a innové le football français, qui a été le starter de ce qui est de 98, de 2018. Mais être starter, c'est une chose, mais on avait un groupe fabuleux. On avait un leader qui était meilleur joueur du monde, qui était Michel Platini. Et puis on n'avait pas que Michel Platini, on avait à côté de ça un groupe fabuleux. En tout cas, nous, depuis petit, on le connaissait. Hein. Avant de passer la parole à Paulus, il faut également noter qu'il a joué un rôle important dans la qualification des Bleus pour les mondiaux en 1978 et en 1982. Bravo, chapeau. Alors, je pense que votre histoire le dit et votre histoire le raconte. Hein. Vous avez eu une brillante carrière et on a eu l'occasion de le voir à travers le portrait qui a été présenté tout à l'heure. Mais est-ce qu'avoir une brillante carrière dans le football nous prédispose à être un bon entraîneur? C'est ce que je me suis posé comme question. C'est ce que je me suis posé comme question. J'avais mes diplômes, je suis venu un peu tard, j'aurais pu venir beaucoup plus tôt. J'ai passé mes diplômes, on a passé nos diplômes, nous étions 22, il y avait Didier Deschamps, il y avait des gros entraîneurs, Garcia, il y avait du monde quand on a passé nos diplômes. Et donc, je m'étais laissé 2 ans pour savoir si j'étais fait pour ce métier. Et le Togo m'a rassuré. Le Togo, où j'ai eu difficulté et facilité aussi sur certaines choses. Et ça m'a rassuré, ça m'a donné l'envie de passer au-dessus. Après, le métier d'entraîneur, on sait ce qu'il est. Il peut être très vite en haut et très vite en bas. Je répète toujours les 3 mots que j'ai dit tout à l'heure. Le travail permet aujourd'hui, dans toutes les sections que j'ai fait, j'ai amené notamment la jeunesse. J'ai été chercher des jeunes pour les amener. J'ai fait un éventail des joueurs qui étaient possibles pour les sélections. Et je pense que j'ai une réussite et je pense que j'ai le retour de mes joueurs encore maintenant, que ce soit du Togo ou autre. Vous disiez à l'instant que le Togo vous a rassuré. Est-ce par rapport aux résultats que vous avez obtenus? Parce qu'en 2013, vous arrivez quand même à décrocher une place en quart de finale avec le Togo, ou c'est par rapport, on va dire, aux performances que vous avez réussi à inculquer à l'équipe? Quand on a une équipe nationale, l'ambiance est importante. Quand on trouve une ambiance dans une équipe nationale, qu'on arrive à inculquer cette ambiance, à mettre les joueurs devant les responsabilités, c'est-à-dire ne pas fliquer les joueurs, mais pas mettre un policier derrière chaque joueur, mais de leur donner que c'est des professionnels qui ont ça et ça et ça à faire. Après, moi, je rends mon rôle beaucoup plus facile. L'aspect tactique qu'on a sur le tableau, l'aspect dialogue qu'on a avec les joueurs individuellement est différent. Mais mettre une ambiance... Moi, je me rappelle le Danemark, la Yougoslavie, pour le championnat d'Europe, je sais plus en quelle année exactement c'est peut-être en 88 ou peut-être on le retrouvera. Le Danemark avait été éliminé. Et comme le Danemark a été repêché parce que la Yougoslavie n'est pas venue, ils ont appelé les joueurs, ils étaient sur la plage avec leur famille en vacances, ce qui était normal. Ils les ont appelés, ils sont revenus, il y a eu une ambiance qui s'est créée dans l'équipe nationale, ils ont gagné le championnat d'Europe. Ça, c'est un exemple à retenir. Il y a l'aspect tactique, il y a l'aspect football, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect des choix des joueurs, ça c'est clair. Trouver une ambiance dans le groupe, c'est aussi important. Alors, c'est vrai que vous avez un parcours assez éloquent. Je pense que vous auriez pu peut-être évoluer en Europe, mais depuis quelques années, vous avez décidé d'élire domicile ici en Afrique.
Oui, j'ai lu Domicile en Afrique, ça fait 15-20 ans que je suis... j'ai ma base qui est au Maroc. Et Quelles donc, en sont les raisons? parce que ça m'a plu, parce que le Maroc est agréable. Et puis j'ai connu l'Afrique, après j'ai connu une Africaine, qui est une Ivoirienne. Votre sœur. Et votre sœur. Et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. La vie m'a donné la chance de pouvoir vivre en Turquie, vivre en Angleterre, vivre en Belgique, vivre en Allemagne. Ça, c'est... Souvent, quand j'ai des amis qui sont sur des anciens ou alors des gens du football, ils me disent « Combien tu as eu de vie, toi ?» Ben, je dis « J'avais pas fini, j'en aurai encore beaucoup. » On dira amen. Alors, quelle est votre opinion sur la maturité du football africain? Pour moi, il a progressé par le bas, c'est-à-dire par le bas. Le bas est monté vers le haut, parce qu'il y a beaucoup des... on ne voyait pas Madagascar avant, on ne voyait pas les Comores en phase finale de la CAN. On les voit maintenant, et ils sont dangereux, ils sont difficiles à jouer. Ça, c'est la preuve que le football africain augmente. Et puis, il y a l'éducation qui est faite. Les entraîneurs africains prennent aussi exemple sur ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans le monde. Et je crois qu'ils arrivent... On voit Aliou Cissé. Aliou Cissé, il a fait quelque chose d'extraordinaire du Sénégal. Belmadi a fait quelque chose d'extraordinaire de l'Algérie. Donc, ces gars-là, peut-être il y a 15 ou 20 ans, n'auraient pas été mis en valeur comme ils sont actuellement. Et c'est une logique. Et moi, j'estime que le football africain... Bon, la CAN devient une compétition qui est reconnue, beaucoup plus reconnue qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans. Donc tout ça, c'est la preuve qu'il y a du travail qui a été fait. Et ce travail, on le doit ici. Après, souvent, je pense que la rapidité serait encore plus grande du travail s'il y avait seulement beaucoup plus d'infrastructures positives en Afrique. Ce qui manque. Alors, Paulus Agathon, on a déjà des questions? Oui, il faut dire qu'avec CMidi, on a désormais un QR code qui s'affiche à l'écran. Il vous suffit de scanner ce QR code pour accéder à une plateforme qui vous permet d'envoyer vos questions en direct. Comment ça se fait pour ceux qui n'étaient pas là hier? Alors là, vous regardez votre écran. Voilà, vous regardez votre écran. Il y a un petit code, voilà, une petite image avec le logo de CMidi. Vous ouvrez l'appareil photo de votre téléphone. Si vous êtes sous iOS, vous scannez cette petite image-là et automatiquement, vous allez être redirigé vers une interface. Et là, vous posez juste votre question avec votre nom. C'est innovant. Voilà. Ouais. C'est la RTI aussi. Et donc, là, on a déjà pas mal de questions. Je crois qu'on a déjà 30 questions. J'aurai l'occasion de trier quelques-unes pour les poser à notre invité tout à l'heure. D'accord, on reviendra à vous dans quelques instants. Alors, quelles sont pour vous les chances de la sélection ivoirienne? C'est une équipe athlétique qui me plaît par ce point-là, déjà. Techniquement, ils ont les qualités du football africain. Je pense qu'après, il y a un entraîneur en place qui a déjà gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire, avec Hervé Renard, qui lui connaît bien son groupe, connaît bien son effectif. Et sincèrement, je pense que pour toutes les équipes, je les ai mises dans les 6 équipes susceptibles d'être dans les 6 premières équipes. Sincèrement, on a combien d'équipes au total? 24 équipes. 24 équipes. 24. Et parce que je passe sur l'émission sur la 3. RTI 3. Ouais. Où vous serez consultant. Où je vais être consultant durant la CAN. Et donc, on a fait hier un débriefing sur la possibilité. Ils m'ont demandé de faire 6 équipes, de mettre 6 équipes en tête, dont la Côte d'Ivoire dedans, que j'ai mis dedans. Mais pas parce que je suis en Côte d'Ivoire, parce que je le pense vraiment. Après, les résultats, les premiers matchs
débuter un tournoi avec des premiers matchs positifs, ça amène quoi? Ça amène une adrénaline positive. Cette adrénaline, elle peut faire monter les joueurs plus haut qu'ils ne sont encore. C'est clair. Et ce groupe, s'il y a une adrénaline positive, se soude. Et s'il se soude, ça peut aller très loin. Ça, j'ai perçu. Hein. Alors, pour lui, Nadia veut poser une question. Vous allez Il faut dire que je sois galant. galant, voilà. Nadia. Oui, alors, moi, je voulais vous demander, vous avez parlé de passion tout à l'heure. Ma question est, quelle carrière vous a le plus passionné? En tant que footballeur ou en tant qu'entraîneur? Pour l'instant, sincèrement, footballeur. D'accord. Et je vous dirais franchement que quand on arrête, quand on a enfin une carrière, je ne sais pas ce que dirait Didier Drogba ou Yaya, mais je pense qu'on a la même sensation. Vous savez, la première chose qui nous manque, c'est de pas aller le matin, rentrer dans le vestiaire, sentir le vestiaire. Le truc du vestiaire, quand on sent les pommades, toutes ces choses-là, ça nous manque. De faire les efforts physiques, d'arriver après une séance physique à l'entraînement journalier, arriver après et puis de se mettre à son banc dans le vestiaire. La sensation. Ça manque, ça manque. C'est des choses qui nous manquent. Malgré que j'ai pu moi avoir une carrière qui est assez longue et qu'après ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans plusieurs sélections mondiales ou européennes qui m'ont fait voyager dans le monde entier. Mais c'est vrai que la compétition, le fait d'aller rechercher une coupe, d'aller rechercher quelque chose, ça manque. D'accord. Oui, Paulus. Alors, première question que nous avons, c'est celle de M. Koné qui demande... Oui. Première question que nous avons, c'est celle de M. Koné qui demande à quelques jours de la CAN, quel est votre regard sur l'évolution du football ivoirien? Ensuite, on a Georges qui souhaiterait savoir si vous avez des projets relativement à la sélection ivoirienne. Bon, la deuxième question, je n'y répondrai pas parce que je tiens à garder une autonomie, premièrement, parce qu'il y a un entraîneur qui est français, il y a un entraîneur qui est mon ami, et que je souhaite les meilleurs de gagner cette CAN. Ça, c'est mes 3 points. La deuxième question, je n'y répondrai pas. C'est vrai qu'un jour, s'il y a quelque chose qui doit se passer, que ce soit Côte d'Ivoire, Maroc ou... Oui. Je vais pas mentir sur les... Mais pour l'instant, il y a Patrice qui est là, qui fasse une bonne CAN, qui nous ramène la CAN ici en Côte d'Ivoire. Yes. En ce qui concerne votre expérience avec le Ciré de la Guinée, est-ce que vous pensez que pour vous, ça a été une belle expérience ou ça a été un flop, selon vous, selon votre propre jugement d'entraîneur? Écoutez, j'ai ramené la Guinée qui sortait de la CAN 2019 avec beaucoup de problèmes. Donc on ne va pas évoquer, ça ne sert à rien. Avec une moyenne d'âge plus de 29 ans et quelques. J'ai ramené à 24 ans la moyenne d'âge. Je suis allé chercher des joueurs où quelquefois on m'a dit ils jouent dans un championnat qui n'est pas du niveau du championnat de division honneur française. Et puis ces joueurs maintenant sont titulaires. Déjà, avoir fait baisser cette équipe, avoir fait un groupe, parce que n'oubliez pas que le groupe qui a été fait en Guinée, comme les autres groupes pour les autres équipes nationales, a été fait pendant le Covid. Donc difficulté d'avoir les joueurs, le joueur doit se déplacer, parce que beaucoup de nos joueurs jouent en Europe. Le joueur doit se déplacer, et quand un joueur joue le dimanche et qu'il doit jouer le mercredi, il y a une récupération qui est là, plus le temps du voyage, qui ne sont pas toujours évidents, et tout ça... ça peut entraver le fond de jeu d'une équipe. Mais les résultats ont été là. Alors, vous prétendiez même avoir subi un préjudice moral au niveau... Subir un préjudice normal, c'est normal que subir un préjudice moral. Moi, j'ai été qualifié pour la CAN. D'être à la CAN, c'était mon désir. C'était mon groupe.
mon groupe devait se finaliser à la CAN. Maintenant, il y a eu les qualifications de la Coupe du Monde qui ont été là, mais que j'estime que la CAF n'a pas été correcte sur le fond, parce qu'elle nous a fait jouer tous nos matchs au Maroc, qui était notre rival. Et quand c'est comme ça, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a une bataille judiciaire qui est enclenchée? Ça, c'est autre chose. On tourne la page et Sincèrement, on passe à autre chose. On n'est pas dans cette émission, c'est midi, on n'en a pas à parler de ce... Non, mais on parle de tout à ces midis, hein, surtout de votre parcours. Et nous savons qu'un parcours peut être émaillé aussi d'épines. Il y a des hauts et des bas. On parle de votre success story, donc on parle de tous les bons côtés, mais aussi de certains aspects négatifs. Je suis d'accord, mais ce n'est pas un mauvais côté. C'est pas un mauvais côté. Ce que j'ai amené sur 2 ans et demi avec le Chili, je l'ai amené. Maintenant, je répète, il y a eu certaines difficultés, mais on nous a pas aidés pour les obstacles qui étaient à franchir. C'est la vie. C'est la vie et il n'y a pas de souci. Et si on parlait à présent des plus beaux souvenirs de votre carrière de footballeur? Les plus beaux souvenirs. Les plus beaux souvenirs, bon, il y a les Coupes du Monde. Il y en a à l'appel. Il y a le fait d'avoir été le petit Français qui s'amenait en Allemagne dans les années où Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ dès votre réabonnement, à partir d'Access. Salut, je l'ai disputé plusieurs fois. Rendez-vous le 9 janvier sur la RTI 1 pour la fête du football au Cameroun. À bientôt. Et nous sommes de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec Didier Six, icône du football français, ancienne gloire. Il a donné ses plus belles lettres de noblesse au football ivoirien. Il a côtoyé, titillé les sommets. Aujourd'hui, entraîneur, Didier Six est sur notre plateau pour nous livrer sa success story. Paulus Agathon, vous avez certainement des questions? Oui, il y en a. Alors, je vais des questions de nos téléspectateurs, il faut le préciser. Oui, des questions de nos téléspectateurs, des questions qu'ils envoient juste en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Alors, on a Sidibé qui dit on a de plus en plus d'anciennes gloires du football qui cherchent à occuper la présidence de leur fédération nationale de foot. Quel est votre avis sur ce sujet? Moi, je suis à 200% pour. Pourquoi? Parce que c'est des gens du football, ils connaissent le football. Après, il y a certainement des choses qu'ils vont apprendre dans leur nouvelle position, parce que c'est une position politique, c'est une position de responsable d'un pays qui représente des couleurs. Donc automatiquement, il y a des choses qu'ils vont apprendre. Mais je trouve ça très, très, très bien que les gens du football restent dans le football. Justement, vous parlez d'autres aspects à développer. Il y a également l'aspect, vous parlez d'autres aspects à développer, il y a également l'aspect managérial. On peut avoir été un bon footballeur ou peut-être un bon entraîneur, mais quand on n'a pas appris à faire du management, est-ce que c'est possible de s'en sortir à la tête d'une fédération nationale? Alors, je vais vous répondre tout simplement, parce que tous ces joueurs d'anciens joueurs qui sont prêts de prendre une fédération, s'ils ont été à ce niveau-là, c'est que ce sont des gars intelligents qui savent s'adapter très vite. Quand on est un joueur de ce niveau-là, on parle de Drogba, on parle d'Eto'o, on parle de X, Y ou Z. Quand on a ce genre de joueurs qui sont en position pour une fédération, qui ont pris une fédération, ils ont joué
Ils ont perdu un match le samedi. Le mercredi, ils gagnaient le match. Et le samedi d'après, ils pouvaient faire match nul ou gagner le match encore. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de faire volte-face très vite par rapport à la défaite. Et donc, quand on parle d'apprendre, ils vont apprendre très vite. Et ils vont comprendre les erreurs qu'ils peuvent faire, parce que c'est normal. On est tous avec la possibilité de faire des erreurs. Et ces gens-là, mais ils sont du football. Ils comprennent ce que c'est qu'un ballon qui rentre en tapant sur le poteau, qu'un ballon qui rentre en sortant, qui sort en tapant sur le poteau aussi. Tout ça, c'est le positif de ces gens qu'on peut amener à la tête du football africain. D'accord. Merci beaucoup. J'en connais qui sont actuellement très heureux. Je n'en dis pas plus. Alors, on va revenir donc à cette CAN, cette 33e édition qui va se dérouler au Cameroun du 9 janvier au 6 février. On a 24 équipes au total, 24 pays qui sont représentés. Selon vous, quelles sont les 6 équipes favorites? Quand on prend ce qui est logique, l'équipe favorite numéro 1, ça reste l'Algérie par son parcours qu'elle a fait, par ce qu'a construit Belmadi. Après, il y a des équipes qui sont des équipes solides, telles que l'Égypte, avec Salah. Il y a la Côte d'Ivoire qui est dedans, pour moi. Il y a le Maroc, où Wahid Halilhodji qui a fait un lourd travail et un bon travail jusque maintenant. Après, on peut penser au Nigeria, qui est une bonne équipe. Après, il faut voir comment vont réagir les joueurs par rapport à le fait d'avoir changé d'entraîneur quelques semaines avant. Le Mali est une très bonne équipe aussi, qui a fait un très bon parcours. Il y a d'autres équipes, il y a beaucoup d'autres équipes qui sont susceptibles de pouvoir avoir dans la tête d'aller chercher cette CAN. Et puis, il y aura l'équipe surprise. Il y a toujours une équipe surprise. Alors, vous avez été un brillant footballeur. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur. Vous êtes également chef d'entreprise. Si je vous demandais de prodiguer quelques conseils aux jeunes, ceux qui souhaitent non seulement entamer la carrière de football, ceux qui y sont déjà et ceux qui souhaiteraient bien évidemment être un jour ou l'autre entraîneur. Je me permets de revenir sur l'autre question d'avant. Les 6 équipes, j'ai oublié le Sénégal. Le Sénégal. Aliou Cissé. C'est pas normal. Aliou, excuse-moi. Hein. Et le Cameroun? Le Cameroun aussi. Ouais. Le Sénégal, ils ont fait sur les 2 dernières CAN quelque chose d'assez fabuleux. Maintenant, certainement, Aliou doit avoir la pression de là-haut, au Sénégal, parce qu'on va lui demander d'aller chercher cette CAN aussi. C'est clair. Alors, les recommandations et conseils à nos jeunes qui nous regardent en ce moment? Recommandations, c'est de bien s'entourer surtout, de garder cette passion, parce qu'on voit beaucoup, le football maintenant est aussi un carnet de chèques, et est aussi un compte en banque, tant mieux, qui était beaucoup moins évolué à mon époque. Quand moi j'ai débuté, c'était presque d'être footballeur professionnel. C'était pas bon. Hein. Les gens, je me souviens, mais comment vous allez nourrir votre famille? Comment vous allez faire ceci et cela? Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Maintenant, c'est le contraire. Mais par contre, ce qu'on cache ou alors qu'on met pas devant le il y a place beaucoup, publique. Il y a beaucoup de jeunes qui partent. Ils partent en Belgique, ils partent en France, et où des managers leur font miroiter certaines choses. Il y a des très très bons managers, heureusement d'ailleurs. Il y en a plus que des mauvais. Mais ils leur font miroiter, et ces jeunes après se retrouvent n'osant plus revenir dans leur pays parce que c'est la honte de la famille. Ça, c'est pas normal. On n'a pas à avoir honte de ses enfants. 1. Et 2,
c'est de peut-être les diriger autrement au départ, pour qu'ils aient dans l'esprit que être footballeur professionnel, il y a toutes les papillotes, il y a toutes les étoiles que l'on peut voir, mais que derrière, il y a autre chose. Et cette autre chose, il faut rentrer dedans, il faut en avoir envie. Je répète, travail. Font ce qu'il a fait réussir. Didier Six, nous avons été très heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Je rappelle, ancienne gloire du football français, entraîneur, et vous le retrouverez sur la 3 dans quelques instants ou dans quelques jours, à l'occasion, bien sûr, de la CAN en tant que consultant. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Le match d'ouverture opposera le Cameroun au Burkina Faso au stade Omnisport Paul Biya. Et ça sera donc à partir de 17h le 9. Et puis le 12, vous retrouverez la Côte d'Ivoire qui sera donc opposée à la Guinée équatoriale. Donc le mercredi 12 janvier au complexe sportif de Japoma. Sur ce, je m'en vais passer la parole à Nadia Sabé pour C'est le JT de C'est Midi. Yes. C'est le JT de C'est Midi avec Nadia Sabé. Est-ce encore une épidémie? Je vais commencer à me pousser, là. Oui, c'est mieux, parce que figurez-vous qu'une grippe saisonnière sévit en s'étend sur la ville d'Abidjan, voire même sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Adjoa Pendré et Pafloko Jérôme ont malheureusement été touchés par cette grippe. Ce micro-trottoir vous sera donc présenté par notre nouvelle recrue venue des USA spécialement pour vous, Grikata Moblouf. Bonsoir, nous sommes dans le quartier de Kosso. Nous sommes venus prendre quelques avis concernant la grippe qui circule en ce moment. Les gens tous enrhumés et tout ça. Donc, un petit micro-trottoir pour vous. À tout de suite. Pour ce micro-trottoir, nous avons eu les réactions de nos benguistes. Eh ben, écoutez, moi j'étais en France, je suis venue il n'y a pas longtemps passer quelques jours avec la famille. Et ben, je tombe sur une grippe de malade. Franchement, c'est trop relou. La vie de ma mère, c'est relou. Une Papeto internationale. Grippe, là, ça nous a fatigués. Moi, ça m'a pris aussi. Ça fait que voilà, il n'est pas eu là, on est planté. Alors, comme si ça suffisait pas, nous avons eu l'avis d'un homme étrange. Bonsoir. Eh ben oui, je suis le philosophe Pétézoué Albert. Mais je vous le dis, l'air a été infectorisé de façon casdatoire. On a essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, mais on n'a rien compris. Mon Afrique, levons-nous! Alors voilà, en quelque sorte, excusez-moi, je parle pas bien le français. Voilà en quelque sorte les avis de tout un chacun, la population, chacun dit pour lui. Moi je pense que c'est la fin du monde. Il y a trop de tout ici, je ne supporte plus, je dois rentrer dans mon pays. Merci. J'ai juste envie de l'embrasser. Vraiment, bravo. Ah oui, donc voilà. J'ai aimé l'américaine et le philosophe. Hein. Oui, non, en passant par la papato aussi. En tout cas. Mais comme on le dit en Afrique, hein, conseil donne conseil. Enfin, conséquence donne conseil. Je m'en mêle. Tout ça, c'est la go, là. Grikata Moblou, là. Comme le dit l'artiste Zouglou Esaïe, l'original, conseil ne conseille pas, c'est conséquence qui conseille. Les fameux élèves délogeurs, vous vous en rappelez, non? Responsables des troubles scolaires ont été transférés pour une formation pimentée de 14 jours au centre de service civique de Bembresso. Bembresso, c'est le nom du... Bon, ils ont été libérés par la suite pour pouvoir reprendre les cours. Comment s'est passée la formation et la pré-formation? Plus de détails avec Zangbeto Norbert. Décembre dernier, certains élèves s'incrustaient et semaient des troubles au sein des établissements pour déloger d'autres élèves dans le but d'anticiper les congés de fin d'année. Chose qu'ils ont payé très cher. C'est sur un terrain bizarre que le sergent-chef Zango fait son entrée de façon spectaculaire.
C'est à lui, malheureusement, que revient la tâche de corriger nos fameux élèves délogeurs. Nous avons assisté à cette punition de la gloire qui était composée de tout. Quand je dis tout, c'est tout. Des positions, des phases toy-boy et même des pas de danse. Tout était Nyagami là-bas. Mais en tout cas, on dirait que la stratégie de notre chef a marché. Bonjour, chers parents. Nous promettons de ne plus jamais déloger nos amis. Madame Maria tout connaît. Maman! Maman Maria tout connaît. Pardonnez-nous. Plus jamais ça se répétera. Puis tu conjugues, hein? Voilà. Dès la reprise des cours, l'on peut constater qu'ils ont quasiment changé. On est venu à l'école, on bosse fort maintenant. Hein? Attends, fais ça. Ouais. On déloge plus quoi? Là, tu es malade, c'est qu'ils nous ont montré on déloge comment? Ah, on déloge plus. On sent que la leçon est passée. Moi, on ne déloge plus. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Jérôme. Mais la voix de la commentatrice, franchement... Non, c'est un homme, hein? Ah, c'est un homme. C'est Oh, vieux. Seigneur. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. Alors Didier Six est toujours avec nous, tout sourire. L'émission se poursuit, nous avons quelques minutes encore à grignoter. On se retrouve juste après la pub. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2 x 07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Et Dr Philo, qui fait son entrée sur le plateau de C'est Midi. Bonjour, bonjour. Bonjour Philo. Ouais, merci. Alors, Caro, c'est bon. Pardon, l'émission là est presque finie. Alors, oui, alors je Philo. venais tout à l'heure, j'ai ma clé USB, il faut donner à tes techniciens, là, ils vont jouer. Mais qu'est-ce qu'il y a sur Non, je sais pas, au rond-point de RTI, là, il y a une pancarte là où ils ont mis université, ça regarde le sol comme ça. Donc j'ai passé, j'ai vu, j'ai dit, il faut que je t'envoie. Pour montrer nos cas, montrer. On ne sait pas qui doit redresser. Espérance. Espérance. Ouais, c'est pas quoi quand même. Oui, tenez la clé, donnez rapidement à la régie pour qu'on voit l'élément. On va jouer ça vite. Merci beaucoup, Philo. Alors pendant ce temps, on pourrait aller pour la chronique de Paulus Agathon. On va parler de la domiciliation d'entreprise avec Paulus. C'est cela. D'accord, ça marche. C'est malin avec Paulus Agathon. Alors aujourd'hui, dans C'est malin, Caroline l'a dit, nous allons parler de la possibilité en fait d'avoir une entreprise n'importe où dans le monde, quel que soit l'endroit où on se trouve. C'est ce qu'on appelle la domiciliation et plus spécifiquement la domiciliation commerciale. Alors on a la domiciliation tout basique, voilà, qu'on peut faire chez soi à la maison ou en entreprise, mais la domiciliation commerciale, on peut la faire partout. Alors comment la comprendre? C'est tout simplement le siège social de l'entreprise, enfin de votre entreprise qui est délocalisé. Donc on peut par exemple être à Bobo et avoir le siège de son entreprise au Plateau, bien que l'activité principale se déroule à Bobo. Donc c'est également l'adresse administrative qui va figurer sur les différents documents. Alors cela dit, je le disais, n'importe où vous vous trouvez, même étant à Bobo, vous pouvez également ouvrir une entreprise en France ou aux États-Unis grâce à la domiciliation. En général, quand on le fait, c'est quand on n'a pas la possibilité, par exemple, d'être présent physiquement dans l'endroit en question, ou bien quand on recherche de nouveaux marchés, ou encore quand on veut avoir de la crédibilité. Alors, parlons de crédibilité. On a Dr Philo, par exemple, qui est à Bobo, qui lance, c'est la période de la CAN. Dr Philo décide de lancer un site de paris sportif. Mais s'il met dans les références du site web qu'il est à Bobo, on va se demander est-ce qu'il ne va pas fuir avec l'argent. Excusez-moi, je n'indexe pas la commune, c'est juste un petit exemple. Mais avec la domiciliation, il pourrait dire que son entreprise est basée, par exemple, en France ou aux États-Unis, puisqu'on sait que ce sont les spécialistes, pour avoir plus de crédibilité, de sorte à avoir, en tout cas, beaucoup de personnes qui vont venir sans craindre. Mais quand on fait de la domiciliation, ceux chez qui on le fait, voilà, donnent leur aval pour dire que c'est quand même une entreprise fiable en qui on peut avoir confiance. Alors,
Parmi les services qui sont offerts par la domiciliation, vous avez des services de conciergerie, la redirection de courrier. Donc, si vous recevez, par exemple, des courriers à cette adresse-là, soit c'est scanné pour vous envoyer par mail ou même on vous les envoie par la poste directement. Il y a également la possibilité d'avoir un standard téléphonique. Donc, quand on appelle, on redirige l'appel vers là où vous vous trouvez et vous allez me demander comment faire pour domicilier son entreprise. C'est là que je fais appel à notre ami Google. Vous tapez sur Google domiciliation et la localité que vous souhaitez. Donc, si vous tapez domiciliation Plateau, vous allez voir les entreprises qui existent qui peuvent faire de la domiciliation. Si vous tapez domiciliation France, c'est pareil, États-Unis, Chine, partout où vous voulez. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous voulez avoir une entreprise en France, oui, c'est possible. En un clic. Exactement, en un clic. Merci beaucoup, Paulus. Je vous en prie, merci infiniment. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion, parce que je ne sais pas si on aura le temps, pour saluer l'association des familles unies, dont le responsable est M. Brice Aristide Kouakou. Merci d'être là avec nous et sur le plateau de ce midi. Et saluer également les leaders Tchabia de la vision Nouvelle Atchan. Merci d'être là. La responsable est Mme Elie Chaba Akossi. Et puis la tournée dans les fratries Atchan Goto qui débutera dans le mois de février. Bonne chance à vous. On est ensemble. Alors on regarde rapidement l'élément de Dr Silo. Ah, cette pancarte-là, ça fait des mois et des mois. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris ça. C'est tombé, on ne sait pas si c'est gros camion, c'est bus, c'est woro, c'est le vent qui a fait tomber. Personne ne sait pour redresser, personne. Et ça y est là comme ça. Bon, pour quelqu'un qui va au CHU de Cocody, qui ne connaît pas le coin, il va penser que le CHU c'est ici. Il risque de prendre piège pour creuser pour aller au CHU. Hein? Un étudiant qui est affecté à l'université Félix Houphouët-Boigny va prendre tabac pour creuser. Il va dire qu'il est arrivé, que le CHU est ici, que l'université est ici, il va creuser. Il faut bien regarder. On ne sait pas qui doit. Qui doit redresser. Bon, moi je suis un citoyen, je vais essayer de. Ouh, non, c'est pas une petite affaire. Je vais ma partition au moins essayer de soulever parce que ça là. Pas. Faut soulever ça. Oh. Ah, ça va. J'allais dire ça, Caro. Ah, en tant que citoyen, je pense bien que j'ai joué ma part. J'ai pas pu. J'allais montrer ça à Caro, parce que ça, il faut que... Je vais aller montrer ça à Caroline, c'est mieux, parce que ça, là, c'est pas... Merci beaucoup, Dr Philo, qui tous les jeudis pose des actes citoyens ou des actes de générosité. Merci infiniment. Et vous voulez profiter de l'occasion pour dire Yako à Max Gradel, qui malheureusement a perdu son père à quelques jours de la CAN. Et j'aimerais bien finir par cette citation de Kofi Annan qui dit, et je cite, « Personne ne naît bon citoyen, bon démocrate ou bon dirigeant. Cela prend du temps et de l'éducation. » Merci de nous avoir suivis. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On se retrouvera demain pour l'apothéose. Merci de rester sur RTI1, la chaîne qui rassemble. DJ Six, au revoir.